Créatrice de contenu, influenceuse, suivie par près de 130 000 followers sur Instagram, elle est devenue incontournable sur les réseaux sociaux. De la déco à la mode décomplexée, elle se livre aujourd'hui sur sa relation au corps, son métier de créatrice de contenu, son rapport à la religion ou encore l'acceptation de soi. J'ai le plaisir d'accueillir Mademoiselle Grondin sur Gaillard Média. Bonjour Mélanie, Mademoiselle Grondin, pour ceux qui te connaissent sous ce pseudonyme. Merci de nous recevoir pour cette interview. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Moi je m'appelle Mélanie, je suis sur les réseaux sociaux, en tout cas principalement sur Instagram depuis 2015. Mon compte a commencé à se faire connaître surtout en 2018 à l'arrivée de ma fille, avec notamment la décoration. Mon compte était très axé déco, j'avoue qu'aujourd'hui c'est plus trop le cas. Ouais. Je touche un peu à tout, mais c'est parti de la décoration surtout. Voilà. Alors tu te décrirais comment influenceuse, créatrice de contenu, tu vois, moi j'aimerais bien que tu m'éclaires un petit peu parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu la frontière est toujours un petit peu délicate. On sait pas trop sur quel pied danser. Alors explique-nous tout. Alors c'est vrai que c'est un grand sujet de discussion. Hein. Comment se faire appeler ? Est-ce qu'on se fait appeler influenceur ou créateur de contenu ? C'est vrai que moi j'ai une préférence pour la création de contenu, donc créateur de contenu. Parce que le but étant vraiment, en tout cas sur les réseaux sociaux, d'aller puiser l'inspiration pour pouvoir créer du contenu qui soit divertissant. Alors qu'influenceur, il y a plus une connotation où je vais te demander en fait d'aller acheter telle ou telle chose, alors que l'idée principale, c'est pas du tout ça. C'est vraiment de divertir et d'avoir une valeur ajoutée, en tout cas dans le contenu qui est créé sur les réseaux. D'accord. Mais du coup, comment tu fais pour te dire, ce contenu-là va permettre d'amener quelque chose de plus d'inspirant pour ma communauté. Comment tu fais pour choisir du contenu et faire en sorte en plus qu'il soit viral pour qu'il parle au plus grand monde ? Alors, je me pose toujours la question. En fait, c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à créer du contenu qui m'intéressait moi d'abord, parce qu'il faut forcément que ça me plaise et que j'ai envie de le faire. Donc, j'essaye, en fait, moi-même, en tant que consommatrice des réseaux sociaux, de chercher des informations, des petites astuces, etc., sur les réseaux. Et si je vois que je trouve pas forcément, en fait, la solution, j'essaye de le créer moi-même, parce que je me dis que si moi, je me pose la question, forcément, d'autres doivent aussi se poser la question. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir apporter une réponse, une astuce, une idée, etc. Après, pour le côté viral, c'est un peu plus compliqué. Hein. Ouais. C'est pas quelque chose qui se prévoit. Je pense qu'on espère tous un jour avoir du contenu viral, mais c'est pas forcément quelque chose de facile à avoir. Et je pense que l'idée, c'est de rester cohérent et de faire quelque chose qui te plaît, qui te parle avant tout. Ouais, mais qui soit vraiment divertissant. En fait, l'idée, c'est vraiment de retenir en fait, les gens sur les réseaux et sur notre vidéo notamment, et c'est ce qui va faire que il y aura beaucoup plus de vues en fait sur le contenu. Bon, alors pour finir avec les réseaux sociaux, parce que je rebondis, mais c'est pas le but de l'interview, mais se filmer quand même, c'est, tu vois, quand je dis se filmer, puisque tu te mets en scène, tu mets en scène ta vie, ta famille. Tes proches, on en parlera un peu tout à l'heure. C'est quand même, c'est ne pas avoir de gêne, faire partager une partie de toi, de qui tu es au quotidien. Comment tu fais justement pour ne pas te sentir gênée ? Comment tu te dis, ça peut divertir les gens, mais c'est toi finalement que tu mets en scène. C'est un petit peu comme une actrice, un petit peu, non ? Alors c'est une très bonne question parce qu'il faut savoir que moi, je suis de nature extra timide. Donc c'est vrai que quand il y a beaucoup de monde, j'arrive absolument pas à m'exprimer. En tout cas, c'est très difficile pour moi. J'ai un peu plus de facilité aujourd'hui, mais de base, je suis une grande timide. Et en fait, m'exprimer à travers les réseaux, ça m'a donné en fait la possibilité de m'exprimer tout court en fait, parce que c'est quelque chose que je faisais pas. C'est dingue. Ouais, j'ai vraiment appris à me valoriser en fait à travers les années avec les réseaux sociaux. Et en fait, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé avec la décoration, parce que pour moi, c'était impossible de me mettre en avant sur les réseaux. J'avais tellement pas d'assurance que je voulais pas, c'était impossible. Ouais. Et je préférais qu'on me dise ta déco, elle est jolie ou elle est moche, plutôt que toi, sur la photo, t'es jolie ou t'es moche, tu vois, parce que ça peut être... Oui. Ça va être vraiment difficile à vivre, et c'est pour ça, je pense que la déco, ça m'a aidé à développer en fait. C'est ça, exactement. Ouais, ça t'a aidé à développer finalement une assurance, une estime et une confiance aussi en soi. Ouais. Complètement.
Ça m'a transformée, moi, personnellement. Ouais. Ça m'a bien aidée. Alors, justement, il me semble qu'au début, tu ne te destinais pas à une carrière dans le digital et que tu étais plutôt dans le médical, sans vouloir faire de rime, hein, mais voilà. Parle-nous un petit peu de... Mais écoute, si tu veux... avant, toi. Alors, ma mère est infirmière. D'accord. Okay. Donc j'ai été en fait initiée un peu au monde du médical via ma maman. Elle avait son cabinet, donc c'était un peu dans la logique des choses de pouvoir suivre en fait son parcours et puis plus tard peut-être récupérer son cabinet, voilà. Donc en fait je me suis intéressée au milieu médical de cette façon-là. Ouais. C'est pas un domaine qui m'a attirée plus que ça. C'était juste une suite logique en fait pour moi, pour ma famille, etc. Donc je me suis lancée. J'ai travaillé un peu à La Réunion, un peu à Paris. Et en fait, quand je suis tombée enceinte de ma première fille, j'ai fait le choix de rentrer. Et en fait, je quittais un poste en métropole. Et en quittant, mon boss m'a dit, mais tu veux vraiment quitter le boulot, etc. Et je lui ai dit, non, moi, je sais pas quitter le boulot, je veux rentrer à la maison, en fait. Je veux rentrer chez moi, je me vois pas avoir un bébé à Paris, c'est trop compliqué, il faut que je me rapproche de mes parents, etc. Et du coup, il m'a proposé le même poste que j'avais à La Réunion. Donc, il a vraiment créé ce poste-là pour moi. Continuité, quoi. Ouais, et donc ça, c'était vraiment une chance exceptionnelle, d'autant plus que c'était un métier. C'est un métier qui est en voie de disparition, la visite médicale, en fait. Parce que c'est ça que je faisais à l'époque. D'accord. Et du coup, c'était vraiment une chance en fait de pouvoir à la fois rentrer chez moi, avoir mon travail et pouvoir fonder ma famille avec les miens. Et du coup, en rentrant à La Réunion, j'avais en fait la possibilité de gérer mon planning. Parce que la visite médicale, on est pas mal sur la route, etc. On gère nos rendez-vous comme ça nous arrange. Et en fait, j'avais cette liberté en fait de pouvoir agir. Donc ça, c'est une première chose. Et à côté de ça, je sortais en fait d'un 28 mètres carrés parisien pour atterrir dans une grande maison de 100 mètres carrés. Et je quittais la métropole, mais je quittais aussi les grandes enseignes de déco, tu vois, ce qu'on n'a pas forcément à La Réunion. Et du coup, arrivée ici, je me dis, mais comment je vais faire pour meubler ma maison? Où est-ce que je vais trouver de la déco? Où est-ce que je vais trouver du mobilier? Et en fait, j'ai commencé à faire un peu le tour de l'île. À chiner un petit peu. Ouais, si tu veux. Dès que j'allais à un rendez-vous, parce que j'allais aller à mes rendez-vous pro partout sur l'île. Donc, dès que je passais dans une ville, j'essayais de voir un peu ce que je pouvais trouver comme magasin. Et à chaque fois que j'y allais, je faisais des petites vidéos. Je faisais des petites vidéos où je montrais mes achats, etc. Et c'est vraiment comme ça, en fait, que la déco a pris le pas, en fait, sur les réseaux sociaux, en tout cas sur mon compte Instagram. Et c'est vraiment ce qui a créé cette dynamique, en fait, c'est cette propulsion, en fait, de Mademoiselle Grandin, qui était Mademoiselle Grandin décor à l'époque. Oui, d'accord. Et du coup, est-ce qu'avant, justement, cet engouement que tu as eu pour mettre en avant des vidéos de déco, tu étais une consommatrice régulière des réseaux sociaux ou c'était un petit peu, parce qu'on est quand même, je suis un petit peu plus vieille que toi, mais on n'est pas non plus une génération qui sommes nés dans les réseaux. On a découvert le téléphone portable quand on était au collège, lycée. Enfin, on n'est pas comme la nouvelle génération de nos jeunes qui ont des téléphones et ils ont 10 ans à peine. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai découvert Instagram quand j'étais à Paris. Hein, donc, c'était vraiment... Pas longtemps avant que je m'initie vraiment à l'activité sur les réseaux. Donc, non, je connaissais pas. En fait, tout était nouveau pour moi, là. Donc, et puis même, les stories sont arrivées une fois que je suis arrivée à La Réunion. Donc, c'était tout nouveau, tu vois. Oui. On s'est dit, OK, cette nouvelle façon de communiquer, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Et puis, l'idée, c'était de vraiment échanger, en fait. D'accord. Parce que c'est ça, un réseau social, il ne faut pas l'oublier. En fait, c'est pas juste poster et on ferme le téléphone et c'est terminé. Non, un réseau social, c'est fait pour échanger. Donc l'idée, c'est de poser des questions, d'avoir des réponses, se passer des infos. C'est ça le fondement même d'un réseau social et il ne faut pas l'oublier. On vient de comprendre un petit peu ton déclic et la raison pour laquelle tu es arrivée un petit peu aux réseaux sociaux. Alors justement, j'en parlais tout à l'heure sur les réseaux sociaux. On a pu voir que tu exposais donc ton futur mari, mais aussi tes enfants. Est-ce que ça a été pour toi une suite logique ou automatique de les exposer, ou est-ce que vous vous êtes posé avec ton compagnon en se disant le pour et le contre? Est-ce que lui avait envie d'apparaître? Est-ce que exposer ses enfants, même s'ils sont très discrets quand même, on les voit, on connaît les visages de tes bouts de chou. Voilà, comment s'est passée un petit peu cette démarche d'exposer ta famille?
Eh ben, écoute, tout au long de ma grossesse, moi, j'ai partagé quelques photos en fait sur Instagram. Et c'est vrai qu'à l'arrivée de Lilia, pour nous, c'était clair. On voulait pas montrer notre bébé, tu sais, à la réunion, tu as aussi du mauvais œil. Donc, on a toujours des craintes vis-à-vis de ça, tu vois, ce qui est un peu normal. Et pour préserver notre cocon familial et protéger notre famille, c'était important pour nous qu'on puisse garder ça en toute intimité, notre bébé en toute intimité. Mais tu vois, quand tu es exposé et que tous les jours, tu racontes en fait tes histoires, tes péripéties, etc. Et puis l'accouchement, l'arrivée d'un bébé, c'est un raz-de-marée en fait dans la vie. Il y a extrêmement de choses, beaucoup de choses à dire en fait à ce sujet, tu vois. Et du coup, initialement, on était d'accord, on ne montrait pas notre bébé sur les réseaux. Et puis au final, on l'a trouvée tellement belle, tellement magnifique, tellement... Et puis comme je te disais, il y avait des choses à dire. Et du coup, j'ai demandé à Norman, mais est-ce que tu penses qu'on pourrait peut-être poster une photo de Lilia de profil ? Tu vois, limite, on cache ses yeux, etc. On fait un truc en misouk, mais on la monte un petit peu. Mais et si tu cherches, la première photo que j'ai mise de Lilia sur les réseaux sociaux, elle était toute boulotte, allongée sur le lit comme ça, la tête de profil, et on la voyait à peine. Ouais. Et c'était la première photo de Lilia. Et en fait, je me suis toujours promis à la moindre réflexion en fait négative au sujet de mes enfants, j'arrêtais en fait de poster du contenu sur eux. Alors ça c'est une chose. Pour l'instant, tu vois, Lilia, elle a 6 ans, elle va avoir 6 ans cette année et j'ai jamais eu de remarques déplacées. Ouais. Donc je touche du bois. Tu vois, après, l'idée, c'est d'y aller avec parcimonie et dans le respect de l'enfant aussi. Je sais ce que je peux mettre et je sais ce qu'on ne doit pas mettre, tu vois, bien sûr, par rapport aux enfants. Donc ça, c'est un sujet assez sensible. C'est vrai que quand ils sont tout petits, on a tendance à les mettre un peu plus. Et après, quand ils grandissent, on les laisse un peu plus tranquilles. Et puis, ils ont le choix de dire s'ils veulent ou pas avoir Alors, une moi, vidéo. je t'explique, c'est que ma fille, je l'ai exposée. J'ai mis une photo d'elle quand elle avait 11 ans, puisque bon, on l'a beaucoup préservée aussi des réseaux sociaux. Ouais. Aujourd'hui, à 14 ans, c'est « Maman, peux-tu enlever cette photo, s'il te plaît ?» Parce que non, maman, parce qu'en plus, tu vois, là, elle est à un âge où, bon, c'est, ça commence à faire la jeune fille. La jeune femme. Et là, maintenant, elle me dit, non, maman, tu m'enlèves cette photo, s'il te plaît. Okay. Attends-toi à ce que Lilia te dise un jour, maman, s'il te plaît, non, non. Oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à ce genre de choses, en fait, quand on poste la photo. C'est vrai que, sur le coup, nous, c'est une photo qui nous paraît très jolie, très mignonne. On est fiers de pouvoir montrer ça. Et puis, quand les enfants grandissent, ils n'ont absolument pas le même avis. Et du coup, c'est important qu'on puisse respecter aussi, tu vois, leur choix. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je reste à l'écoute de mes enfants, c'est certain. Si Lilia, ça lui est déjà arrivé de prendre mon téléphone et me dire « Maman, je veux faire une vidéo, est-ce que tu peux la mettre ?» Et elle te fait « Coucou tout le monde », elle se prend génial, au jeu, tu vois. C'est génial. Mais aujourd'hui, elle le fait. Peut-être que dans 2 ans, ça ne lui plaira pas du tout et qu'elle voudra que ça disparaisse complètement. Donc, moi, je le fais, mais avec parcimonie. Tu vois, et les grands moments d'intimité, j'essaie vraiment de les garder pour nous au maximum. Et c'est ça qui est cool avec les réseaux, c'est que on donne l'impression de tout montrer, mais on ne montre pas tout. C'est très maîtrisé, en fait. Et par rapport à Norman, alors si moi je suis timide, lui d'autant plus. Tu vois. D'accord. Et c'est vrai qu'il ne voulait pas forcément être sur les réseaux, mais en même temps, il n'était pas complètement fermé non plus. C'est juste qu'il ne savait pas quoi dire, il n'était pas forcément à l'aise pour discuter devant un téléphone. Aujourd'hui, et puis il ne croyait pas forcément aux réseaux, tu sais. Moi, quand je commençais, je faisais la déco, etc., j'étais vachement dessus parce que tu as des commentaires, tu vas répondre aux commentaires, on te répond, et ça te prend énormément de temps, au-delà du fait qu'il faille prendre une photo, la gérer, la poster, écrire le texte qu'il faut. Il y a pas mal de métriques à prendre en considération. Et lui, je passais énormément de temps dessus, mais il me disait « Mais Mélanie, qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone ? Je ne comprends pas. » C'était un métier à côté, peut-être concentre-toi là-dessus, tu vois. Il comprenait pas. Je dis mais je sais pas. Et j'étais nourrie par une espèce de fougue, d'inspiration qui m'empêchait en fait de passer à autre chose. J'avais besoin en fait de réaliser ce truc-là, comme si quelqu'un me disait allez Mel, c'est le truc, il faut le faire, tu vois. C'était une espèce d'engrenage qui s'était mis en place et qui ne s'arrêtait jamais. Et je sais même plus ce que je voulais en dire. Donc, Norman, justement, c'était par rapport à sa position vis-à-vis des réseaux. Donc, et le fait d'y apparaître. D'y apparaître. Et du coup, de base, il
comprenait vraiment pas tout cet engouement que j'avais sur Instagram. Il a vraiment commencé à s'y intéresser quand j'ai professionnalisé en fait l'exercice. Oui. Ah ouais, ça mène à un truc comme ça. Ça peut être un métier en fait. Ça peut être un métier, mais même moi, je le découvrais à ce moment-là, parce que quand j'ai commencé les réseaux, qui m'aurait dit qu'un jour je pourrais en vivre et faire vivre mes 3 enfants, mon chéri, parce qu'on en vit exclusivement, tu vois. Et voilà, du coup, il commence peu à peu à se lâcher. Et il a envie lui-même de se lancer. Walking Dad bientôt sur les réseaux. Alors Mélanie, moi je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, des commentaires, parfois pas très positifs ou pas valorisants, ou parce que il y en a, il faut de tout pour faire un monde. Est-ce que tu as déjà fait face à ce genre de commentaires et comment tu prends le recul par rapport vis-à-vis de ces messages et comment tu le vis en fait? Alors oui, j'ai déjà eu à travers toute la masse de commentaires quand même positifs, j'ai eu des messages négatifs. Et je dirais qu'il y a 2 catégories de messages négatifs. Tu as les messages négatifs où là, il y a une construction en fait, où on peut discuter et échanger pour comprendre vraiment quel a été le souci, en fait. Voilà. Et tu as l'autre type de commentaires, c'est plutôt des commentaires haineux, et là, c'est fait pour être piqué, pour te faire mal, etc. Donc, je réagis de différentes manières. Le commentaire haineux, je ne vais pas donner de crédit, en fait, à ce genre de messages qui, dans le fond, à part essayer de faire mal, n'ont aucun sens, aucun intérêt. Rempli de jalousie, en plus, la majorité du temps. Ouais, après, tu vois, la jalousie, j'ai du mal avec, parce que j'ai pas la prétention de dire que on peut jalouser une situation, quoi. En fait, j'essaie de pas le vivre comme ça, tu vois. Oui, j'entends. J'essaie parce que chacun a sa chance, chacun a ses possibilités, chacun a sa force, ses combats, etc. Donc, j'essaie d'avoir une vision différente de ça. Mais en tout cas, vis-à-vis des messages haineux, je donne pas de crédit du tout. Je supprime, ou même, j'ai même pas besoin de supprimer aujourd'hui. Il suffit juste de bloquer en fait un compte et le message est supprimé, on le voit plus. Alors, à moins que la personne s'acharne et qu'il recrée un compte, qu'il relaisse machin, etc. En général, ça se règle très facilement et voilà. Donc ça, je bloque. Et puis ça ne m'atteint pas. Aujourd'hui, ça ne m'atteint pas parce que je sais comment ça fonctionne. Je sais qu'il y en a. Et voilà, ça fait partie de la vie et c'est comme ça. Bien sûr. Après, les messages négatifs et ceux qui peuvent vraiment me toucher, c'est si forcément ça touche à mon intimité, forcément, tu vois. Dernièrement, c'était l'annonce de nos fiançailles sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, les gens étaient... En fait, si tu veux, Norman, moi, il m'a demandé en mariage il y a 1 an. Et j'avais envie de l'annoncer sur les réseaux sociaux, mais je voulais le faire bien. Et je voulais pas le faire dans la précipitation non plus, en mode je suis mariée, enfin je vais me marier, je veux que tout le monde le sache et tout. Tu vois, je voulais le faire bien parce que j'estime que les gens qui me suivent, ça leur ferait plaisir en fait d'avoir un joli contenu, parce que j'ai toujours essayé de faire du joli contenu, tu vois. Donc je voulais vraiment que ce soit fait à ma façon et je voulais prendre le temps de le faire. Du coup, on a eu la possibilité d'avoir une superbe collaboration pour partir à Maurice avec un super joaillier qui nous a suivis en fait, accompagné dans le choix de l'alliance, etc. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qui ont fait que ça m'a donné envie et ça m'a donné l'inspiration en fait de créer une vidéo qui puisse en fait, de la même façon, leur apporter, leur donner en fait cette nouvelle-là que j'avais gardée pour moi pendant 1 an, tu vois. Oui. Et en fait, le fait de le tourner, après j'ai eu deux retours assez différents, mais forcément je m'y attendais, tu vois. Tu fais ta vidéo, mais ça paraît super surjoué, etc. On aurait aimé que ce soit un peu plus naturel, que tu nous le dises tout de suite, etc. Oui, mais sauf que moi, à ce moment-là, je vivais mon moment avec moi en toute intimité. Et j'ai eu le droit, en fait, de le garder pour moi à ce moment-là. Mais j'avais aussi envie de vous l'annoncer. Donc, la façon la plus cohérente pour moi de le faire, c'était de cette façon-là. Donc, j'entends, en fait, ce que les gens disent, mais je n'aurais pas pu faire différemment, en tout cas dans ma vision des choses, tu vois. Oui. Donc ça touche un peu, parce que... Mais voilà, c'est toujours un sujet de discussion et l'idée, c'est de pouvoir échanger à ce sujet. Bien sûr. Et après, c'était à double tranchant aussi, parce que l'autre remarque que j'ai pu avoir, c'était...
ah, mais en fait, parce que du coup, nous, on l'a annoncé après, donc on a fait la vidéo et on a annoncé après que la demande avait été faite 1 an en avant, parce que j'estime qu'il faut être transparent au maximum, en fait. Bien sûr. Avec mes abonnés, ils le méritent, et puis de toute façon, j'ai rien à cacher. Voilà, j'essaye de faire les choses comme il faut. Et du coup, le fait de l'annoncer 1 an après, que les gens étaient vachement dans le move, en mode « Oh, tu te maries et tout, c'est trop beau, vidéo, on est trop content de le savoir et tout ». Et qu'après coup, ils se rendent compte que finalement, c'était joué, effectivement, mais que la demande, elle avait été faite il y a bien longtemps. J'ai eu un commentaire qui me disait « Mais c'est pas normal, pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Pareil, perte d'authenticité. Ouais, je peux comprendre, mais... Tu as vécu ton moment et tu as choisi le moment pour l'annoncer. C'est tout à ton honneur. Alors moi, je voudrais revenir un petit peu sur... j'arrête pas de dire je veux toujours revenir sur, mais parce que tu me donnes plein de matières et c'est chouette parce qu'on a envie d'en savoir plus. La famille, apparemment, est une valeur très importante pour toi, ta famille. Mais du coup, tes parents... dans quel environnement tu as grandi et comment ont-ils réagi à l'annonce de ce nouveau métier un petit peu très dans l'air du temps et que la génération de nos parents ne peuvent pas forcément comprendre du premier coup en tout cas. Comment ça a été accepté, comment ça a été vécu et justement comment, de par l'éducation que tu as reçue, les valeurs que tu as reçues, ça a pu s'intégrer dans tout ça? Alors, c'est pas facile de répondre simplement à cette question. On peut faire ça. Elle était longue aussi, ma question. je vais essayer. Moi, j'ai grandi dans un cocon alors, j'ai 3 petites sœurs. Je suis l'aînée de 8 ans, donc j'ai un grand écart d'âge avec mes premières sœurs. Et du coup, j'ai eu beaucoup d'attention quand j'étais petite. Bon, mes sœurs aussi, mais j'ai eu beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute en fait de la part de mes parents. Donc la communication, ça n'a jamais vraiment été un problème, entre nous en tout cas. Oui. Et je me souviens, quand je cherchais quel métier je voulais faire, etc., je me souviens avoir énoncé l'idée de vouloir toucher un peu à l'esthétique, etc. Et mon père m'a dit clairement... Non, tu ne feras pas ça. Ce n'est pas un métier sérieux. J'ai peur que tu réussisses pas ta vie en faisant ce métier-là. Les filles qui font ça ou les gens qui font ça, ils sont peut-être pas forcément bien rémunérés. Oui, bien sûr. Pense un peu à tout ça et essaye de chercher un peu plus loin, taper un peu plus haut. Peut-être que tu pourras trouver quelque chose qui te passionnera. Mais en tout cas, je me souviens qu'il m'a dit l'esthétique. Non, c'est la première fois que mon père me disait non comme ça, genre ok, donc je me suis dit ok, si mon père ne veut pas, je vais essayer de trouver ailleurs. Et puis là, dans la continuité du travail de ma maman qui est infirmière, je me suis orientée vers le milieu médical. Et en fait, il fallait quelque chose. En tout cas, la vision de mes parents, le travail, c'est avoir un diplôme et avoir un contrat à la fin. Et donc moi, j'ai toujours connu ça. Oui. Donc j'ai fait mon bout de chemin. Et j'ai commencé, du coup, comme je te disais, sur les réseaux. Et quand, 5 ans après, j'ai compris que je pouvais être payée pour ça, je l'ai commencé doucement, tu vois, mais j'avais toujours mon travail à côté. Donc, ça s'est fait vraiment progressivement. Je n'ai pas quitté mon travail. Je me suis dit, je me lance là-dedans et on verra comment ça marche. Donc, même pour tes parents, ça a été plus smooth, quoi. Oui, ça va. Et puis même, tu sais, j'avais eu Lilia, Ava, elle arrivait. En fait, j'étais enceinte d'Ava, de ma deuxième. Du coup, quand j'ai vraiment commencé à percevoir en fait une rémunération sur mon contenu. Et du coup, ça s'est fait vraiment progressivement. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à avoir un revenu stable que j'ai fait le choix en fait de quitter mon emploi. Donc ça s'est fait vraiment doucement. Mais c'est sûr qu'au niveau de mes parents, ça n'a pas été très clair. Je pense qu'aujourd'hui, si tu leur poses la question, ils sont peut-être pas capables de te répondre encore clairement. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Mélanie, dans la vie, tu vois? Je ne sais pas trop. Elle traîne sur les réseaux toute la journée. Elle est tout le temps sur le téléphone, je ne comprends pas. Mais après, voilà, comme je disais, on a toujours été dans l'échange et on a toujours essayé de se comprendre au maximum avec mes parents. Du coup, j'ai essayé de leur expliquer du mieux que je pouvais. Et c'est vrai qu'arrivé à un stade de notre vie, on n'a plus forcément besoin de l'aval de nos parents pour pouvoir suivre son propre chemin. Mais effectivement, j'ai quand même essayé de les rassurer sur
ma situation, tu vois. Parce que, comme je disais, pour mes parents, c'est contrat, diplôme. Là, t'as pas de diplôme, t'as pas de contrat. J'ai un CDI avec Google et Meta. J'ai un contrat avec Meta. C'est quand même pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, du coup, voilà un peu comment ça s'est fait. Et alors, Mélanie, on pense te connaître, mais finalement, on ne te connaît pas. Du moins, celle qui est derrière Mademoiselle Grandin. C'est quoi ta philosophie de vie ? Pareil, c'est très compliqué. Il y a plein de choses à dire. Alors moi, je reste persuadée qu'on est capable de tout faire et de tout réaliser. Qu'on peut atteindre tous ces objectifs si on s'en donne les moyens et si on croit en soi, en fait, juste un minimum. Croire en soi juste un petit peu et se donner les moyens d'y arriver, ça va se poursuivre en engrenage et ça finira toujours par le faire. Moi, tu sais, c'est mon boss à l'époque, tu sais, celui qui m'a donné mon travail, qui a créé mon travail à La Réunion, qui m'a dit, mais Mélanie, si vous avez des projets, mais croyez en vos projets et allez-y. Dans la majorité des cas, le projet se concrétise parce que vous y croyez. Et c'est mon boss qui m'a dit ça alors que je lui avais dit, je m'en vais, salut, tu vois. Et du coup, il m'a donné l'impulsion. D'ailleurs, je le remercie énormément s'il passe par là. Ça a été une bouffée d'air frais. Ça a été une propulsion pour moi parce que, tu vois, j'aurais pu tomber sur un boss qui me mette des bâtons dans les roues, qui ne veuille pas que je parte, que j'évolue, etc. Alors que je suis tombée sur un boss qui m'a vraiment propulsée. T'as porté. Ah ouais, il était exceptionnel, vraiment. Et je le garderai toujours dans mon cœur, tu vois. Et donc, ma philosophie de vie, c'est ça. C'est croire en ses rêves, se donner les moyens d'y arriver. Il y a des moments qui seront difficiles, d'autres un peu moins. Il faut essayer de se nourrir de ce qui nous entoure au maximum, se réjouir des jolies choses parce qu'on ne prend pas forcément le temps de le faire. Tu vois, il fait beau aujourd'hui et peut-être qu'on n'a pas pris le temps de remercier l'univers pour ça, alors que c'est une bonne chose. Et voilà, positiver, toujours. C'est ce que je dis à Normand. Toujours. Il faut positiver. Et ça ira. La pensée est créatrice, j'y crois forcément. Et voilà. Justement, c'est quoi les petites choses simples qui te rendent heureuse ? On vient de se comprendre que le soleil. Ah oui, clairement, moi je vis avec le soleil, tu vois. C'est le soleil, la mer, c'est une ressource énergétique pour moi, j'adore. Mes petits plaisirs du quotidien. Ouais, qui te rendent heureuse, qui te disent mes enfants déjà. Oui. Les enfants, ça a été le déclic de toute ma vie. Donc, mes enfants, c'est ma raison de vivre, ma raison d'avancer, ma raison de progresser. Et mes enfants en priorité. Mon chéri qui m'a toujours soutenue, qui a toujours été là pour moi, même s'il ne comprenait pas forcément ce que je faisais, tu vois. Et au-delà de ça, non, je ne vois pas. Alors, on te connaît un peu militante, surtout depuis quelque temps, puisque tu as ouvert. Comment dire ? Créer Fleur de Peau. Oui. Donc, quelque part, il y a une part de militantisme, je pense, du body positive. Absolument. J'appelle ça le body positive. Est-ce que tu as toujours été comme ça ? Est-ce qu'il y a toujours une part de toi qui a toujours accepté ton corps comme tu étais ? Ou est-ce que dernièrement, il y a quelque chose où il y a eu un déclic qui fait que tu t'es dit non, zut, voilà, je ne veux pas dire de gros mots, mais voilà, je m'accepte comme je suis, je me construis et je m'accepte. Parce que c'est pas évident, parce que tu t'exposes clairement en sous-vêtements sur les réseaux sociaux. Moi, je te dis bravo parce que tu acceptes comment ton corps a évolué à la suite de tes grossesses. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu comment c'était arrivé, cette liberté un petit peu d'exposition et d'assumer complètement ton corps. Alors, j'adore en parler, tu sais, parce que j'ai un discours qui est complètement différent du discours des autres femmes, en tout cas en majorité. J'ai toujours été une grande complexée. Voilà. D'accord. À la puberté, j'ai commencé à prendre du poids, etc. Et j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à perdre ces kilos en trop qui me dérangeaient beaucoup. Et en fait, c'est quand je suis tombée enceinte et quand j'ai eu mon premier bébé. Donc là, j'ai eu
j'ai plein de vergetures sur le ventre. Et tout. Donc, dès que j'ai commencé à voir mes premières vergetures, je me dis, c'est bon, c'est foutu. C'est mort. Mon corps, c'est fini. Oh là là. Et en fait, quand mon bébé est arrivé, j'ai commencé à ressentir cette espèce de fierté, de force féminine, en fait, suite à mon accouchement. Et j'étais tellement fière de mon corps, tellement heureuse de l'accomplissement de ce que mon corps avait pu faire. En fait, c'est là que j'ai pris conscience de la magie du corps féminin, en fait, tu vois, parce que c'est vraiment de la magie. Donner naissance, j'ai porté la vie pendant 9 mois, donner naissance, expulser ce gros bébé, c'est quand même un bon morceau, tu vois, de l'expérience de la grossesse. Et une fois que mon bébé était là, j'avais effectivement ces grandes vergetures, je les oublierai jamais, elles étaient toutes rouges, etc. En temps normal, ça aurait été très difficile pour quelqu'un qui est complexé de base de vivre ce moment-là. Mais j'avais réussi en fait à mettre au monde mon bébé et mon bébé dont j'étais fière. Et du coup, j'ai commencé à avoir de l'empathie, de l'amour et de la considération et même de la fierté vis-à-vis en fait de mon corps. Je ne savais pas qu'il était capable de faire autant de choses. Et suite à ça, à réaliser que, moi, tu vois, j'ai toujours été complexée par mes cuisses. D'ailleurs, je les montre quasiment jamais, encore aujourd'hui. Mais en fait, c'est mes jambes, mes cuisses, elles me servent à marcher tous les jours, en fait. Et elles te portent. Elles me portent. C'est elles, même si je les déteste, même si je déteste, un grand mot, mais même si je les ai jamais aimées, elles sont quand même là au quotidien pour moi. Et malgré mon désamour, elles me donnent quand même de la force et de l'impulsion pour pouvoir traverser les épreuves de la vie à travers le temps, tu vois. Donc, et quand j'ai eu ce déclic-là, je me suis dit, ok, mais Mélanie, arrête de te faire du mal, en fait. Crois un peu en toi, donne-toi, revalorise-toi, en fait. Redonne-toi de la force, redonne-toi de l'importance, parce que, ok, tu trouves que c'est pas joli, mais regarde tout ce que ça t'apporte à côté, tu vois. Et tu vois, moi, c'est vraiment été ça, c'est l'arrivée de mon bébé. J'ai pris conscience en fait de mes facultés, de ma force, de ma puissance, et c'est comme ça que j'ai appris peu à peu à décomplexer. Ce serait te mentir de te dire que j'ai plus du tout de complexe, parce que c'est pas vrai. Oui. J'en ai encore et j'en aurai toute ma vie, mais je pense, peut-être que non, hein, mais j'arrive à rationaliser. Ouais. Et du coup, quand tu regardes tes superbes réels, où en plus là tu donnes tu aides les filles à choisir un petit peu des styles, ça c'est chouette. Quand tu te vois en sous-vêtements, quel regard tu portes sur cette femme que tu vois? Peut-être que si il y a 5 ans en avant j'avais regardé les vidéos, ça aurait été impossible pour moi de les mettre, parce que je trouve pas ça forcément très beau et ça correspond pas aux standards de beauté actuels. Néanmoins, je vois les choses différemment. Aujourd'hui, je vois une maman qui a donné naissance à 3 bébés quand même. Je vois une femme qui se lève tous les jours et qui trouve la motivation au quotidien d'y arriver pour ses enfants, encore une fois. Et du coup, je vois plus juste le physique. Je vois tout ça, je vois toute cette énergie. Une globalité. Ouais, c'est ça. Et il ne faut pas oublier aussi que moi-même, en tant que complexée, ça me fait du bien, en fait, de voir des corps normaux, entre guillemets, sur les réseaux. Et c'est des choses qui m'attirent, moi. Et comme ce que je te disais au départ, comme je suis une consommatrice des réseaux sociaux, je vais aller chercher ce qui m'intéresse et je vais apporter moi-même, en fait, des réponses qui peuvent intéresser, parce que si moi, je me pose la question, j'estime que d'autres se posent la question aussi. Et les trucs, c'est qu'à La Réunion, ça se fait pas beaucoup encore. Tu vois, on a la chance, entre guillemets, d'être dans une niche et de pouvoir créer du contenu qui soit un peu différent et qui sorte un peu de l'ordinaire. Et du coup, c'était important pour moi d'apporter aussi cette réponse pays, tu vois. Et de dire aux filles, aux Réunionnaises, que même si on a nos petits kilos en trop et même si on a nos vergetures, notre cellulite, c'est pas grave, on peut quand même bien s'habiller, on peut se sentir bien dans ses fringues. Et une fois que c'est fait... le monde est à nous, on peut y aller. Et c'est ça justement, cet impact que tu aimerais apporter à la prochaine génération, ces jeunes filles réunionnaises, c'est acceptez-vous clairement, que vous êtes. Clairement, s'accepter. Alors, 2 choix, je pense. Soit on s'accepte, on finit par s'accepter, s'aimer, et on y va à fond, et on apprend à s'habiller, on apprend à se sentir bien dans son corps, tu vois. En ce moment, nous, on fait de la danse. On apprend à redécouvrir notre corps et c'est cool. Je trouve que j'aime bien
Ça nous permet de savoir, de comprendre ce qu'on peut faire avec nos bras, nos jambes, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. On découvre des muscles. Oui, aussi. Et tu vois, et ça, c'est important. Tu vois, se rendre compte un peu de tout ça. Ou alors, on fait le choix de ne pas s'accepter du tout et d'essayer de changer ou d'améliorer certaines choses. Moi, par exemple, ça a toujours été le poids, etc. J'essaye de faire du sport régulièrement pour maintenir ma forme, etc. Donc, on a vraiment 2 choix possibles. Soit on se donne le moyen de changer, entre guillemets, pour s'accepter mieux, pour se rendre, pour être plus plaisant face au miroir, parce que c'est important pour soi, tu vois, parce que j'estime que chacun a sa vision des choses. Ou alors, on apprend à s'accepter tel que l'on est, parce que de toute façon, toutes les femmes sont belles, elles ont chacune leur singularité, et c'est important qu'on puisse le voir. Mélanie, comme beaucoup de monde, tu as certainement dû faire face à des difficultés, des défis dans la vie, parce que la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Dans quelles ressources tu es partie puiser pour t'en sortir, pour te dire non, ça va aller Qu'est-ce que tu es partie chercher ? Je ne sais pas si je dois le dire comme ça ou pas. Je pense qu'à un certain moment, en fait, moi, il y a toujours un truc qui m'a... Je me souviendrai toujours de cette phrase quand on me dit mais tu arriveras pas, c'est trop dur, jamais, laisse tomber, c'est pas fait pour toi ou machin. Alors cette phrase, je l'adore. Tu vois ? Je sais pas si c'est mon ego qui est touché ou je ne sais pas ce qui se passe dans mon cerveau. Mais quand tu me dis je ne peux pas y arriver, je ferai tout. Et tu peux être sûr que je vais tout faire pour te prouver le contraire. Et ça a toujours été comme ça, du plus loin que je me souvienne, même avec mes parents. Hein. Me dis pas que je peux pas le faire, je sais que je peux y arriver et je ferai en sorte d'y arriver juste pour te prouver que tu as tort, en fait. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré en moi, tu vois. Donc, ça me sert pas forcément au quotidien. C'est vrai que ça arrive comme ça arrive et c'est à ce moment-là où ça se met en place. Où ça se met en place. Après, je pense que d'un autre côté, j'ai quand même un tempérament qui est extrêmement, qui est très positif. Tu vois, j'essaye vraiment de voir le positif dans tout, même si par moments c'est très compliqué. J'essaye d'accuser le coup et de me dire, ok, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas si mal dans ce qui vient de se passer, et j'essaye de puiser en fait mon énergie là-dedans, tu vois, et me dire, ok, pas tout est perdu. Tout n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. Une solution à tout problème. Il y a une solution à tout, etc. Il y a un problème, il y a une solution. C'est forcément comme ça. Et on va y arriver. Après, j'échange beaucoup aussi avec Norman, qui m'aide énormément. Qui t'accompagne. Il a de très, très bons conseils. Il sait me remonter le moral quand il voit que je flanche un peu. Et il m'aide, en fait, vraiment à aller de l'avant et à aller mieux, ouais. Est-ce que tu penses qu'il est important de sortir de sa zone de confort ? Je ne sais pas si c'est important de le faire pour tout le monde, okay, mais à certains moments, si on se rend compte que ça n'avance pas et que on a des difficultés à atteindre ses objectifs, à un moment donné, il faut se poser la question. Est-ce que ce ne serait pas si mal que je sorte un peu de ma zone de confort, que j'essaye de nouvelles choses, je tente de nouvelles choses et pour essayer justement de gravir les échelons, et qui sait, peut-être que ça peut nous propulser, tu vois. Donc pas important, mais peut-être nécessaire. Ça peut aider. Ça peut aider. Ouais. C'est quoi ton plus grand rêve ? Si tu en as un, parce que si tu les as tous réalisés, non, ok. Je pense pas les avoir tous réalisés, mais j'espère le réaliser un jour. Mon rêve, ce serait de me retrouver, je sais pas, dans 20 ans, toujours accompagnée de mon chéri, de mes enfants, et de voir un peu l'évolution, voir un peu ce que Norman et moi, on a pu leur apporter concrètement dans l'éducation, voir à quel point, si on a été de bons parents pour eux, avoir un peu leur retour... tu vois, vivre ces moments-là, en fait, plus tard. J'ai pas de rêve, je veux voyager. J'aime voyager, il n'y a pas de souci, tu vois, mais je suis pas une grande voyageuse, une grande aventurière. Donc, c'est pas quelque chose... Je sais pas, peut-être à court terme, je te dirais, mon rêve, ce serait avoir ma maison, parce que ça fait longtemps que j'aimerais avoir ma maison et que je l'ai pas encore. Donc, ça, c'est mon rêve à court terme, mais... mon plus beau rêve, ce serait de me retrouver...
quelques années plus tard avec les mêmes. Dans ta maison, tes enfants, tes petits-enfants, pourquoi pas ça. Mamie Grondin. Et du coup, j'imagine que tu es très positive, je te vois très positive. Du coup, tu as espoir en l'avenir ? Oui. Ouais. Il faut, de toute façon. C'est important parce que si on perd espoir, on n'a plus foi en rien et tout devient difficile, c'est irritable. On s'arrêtera jamais, tu vois. Et je pense qu'il faut garder espoir. C'est ce qui nous fait vivre, de toute façon. Et puis même pour mes enfants, il faut que je leur montre que c'est pas terminé, qu'on a des choses encore à faire, à créer. Et puis on a tellement de choses à faire encore. On a tellement de choses à faire. Alors, tu as dû voir, on est entouré de médias qui nous montrent ce qui se passe dans le monde, pas souvent de manière très positive. Si tu pouvais changer une chose dans le monde, justement, pour que tes enfants aient un avenir radieux, ce serait quoi ? Une chose, c'est pas possible. Il y a beaucoup de choses qui vont pas, même si je suis quelqu'un de très positif, j'estime qu'il y a pas mal de choses encore à régler. Une chose, c'est très compliqué. Hein. Ouais, un aspect de notre monde, peut-être. Tu vois, moi qui suis toujours dans l'échange, etc., avec les gens, apporter des astuces, des façons de vivre mieux les choses, etc., je pense que ce serait important aussi pour eux de le faire et d'apporter en fait leur aide. Donc, je sais pas, peut-être les initier à apporter leur aide en faisant du bénévolat, ou je sais pas, mais vraiment, tu vois, se rendre utile et apporter quelque chose, même ne serait-ce qu'une présence, mais apporter quelque chose, donner quelque chose. Oui, donc aider l'humanité à retrouver un peu son humanité qu'on est en train de perdre. C'est ça, en fait, en quelque sorte. C'est un peu ça. Voilà, c'est-à-dire faire don de soi, parce que les gens sont de plus en plus tournés vers eux-mêmes, malheureusement. Et c'est une belle chose à espérer. Tu conseillerais quoi à ton moi plus jeune ? Je lui dirais de ne pas s'inquiéter, surtout. Un petit peu. Parce que s'inquiéter, c'est quand même, tu vois, se donner le moyen de foncer et d'y arriver, de se battre pour y arriver. Mais de se rassurer que je serai accompagnée, bien accompagnée, que je serai aimée. Et que de toujours croire, en fait, à ses rêves et de plus avoir peur. Voilà, de ne plus avoir peur et d'y aller, tu vois, parce que même encore aujourd'hui, j'ai peur de beaucoup de choses. Mais voilà, si je pouvais lui dire de ne pas avoir peur et de foncer tout simplement sans trop se poser de questions. Et alors, est-ce que tu as une devise, une phrase comme ça préférée ? Alors, je pense qu'on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est la positivité, c'est ce que je répète toujours à mon chéri et à mes enfants. Rester positif parce que... Mais une phrase, tu vois, tiens bon, largue pas, ou tu vois, un truc qui t'accompagne. Tiens bon, largue pas, forcément, ça fait partie des fondamentaux, ça. C'est clair. On vient de parler de tiens bon, largue pas, un genre de devise. On ne te voit quasiment pas t'exprimer en créole sur tes réseaux. Alors, est-ce que c'est un choix par rapport à ta ligne éditoriale ? Ou, voilà, je voulais savoir pourquoi. Alors, ça m'arrive. Hein. Ça m'arrive. Oui, mais c'est pour ça que j'ai pas très souvent, j'ai dit. En fait, dès que je m'énerve un peu ou qu'il y a un truc qui m'énerve, qui m'agace un peu, là, le gros créolissant, tu vois. Mais c'est vrai que moi, à la maison, chez moi, quand j'étais petite en tout cas, et aujourd'hui avec les enfants, on parle français. Ouais. Et ma mère, je me souviens, elle m'a toujours dit, apprends d'abord à parler bien français, et quand tu parleras bien français, tu parleras le créole. Ouais. Donc ça a toujours été important en fait de s'exprimer en français. Donc je m'exprime naturellement en français. Mais dès que je suis accompagnée de mes amis, de ma famille, etc., le créole sort, c'est sûr. Oui, bah oui. Et c'est vrai que sur les réseaux, je veux que le message soit clair aussi. Et puis, le truc, c'est que je m'exprime pour les Réunionnais et les Réunionnaises, mais j'ai aussi une communauté qui est en métropole et qui a besoin de comprendre ce que je raconte. Et c'est important que je puisse être écoutée et comprise. Qu'est-ce qui te motive au quotidien ? En fait, j'aimerais être une meilleure personne chaque jour. Donc, j'essaye du mieux que je peux, en tout cas, de donner le meilleur de moi-même au quotidien. Mais surtout, je veux garantir un avenir stable
et serein pour mes enfants, ma famille, parce qu'il faut savoir du coup que l'influence, c'est bien, c'est joli, etc. Il n'y a pas de souci, c'est un métier en plein essor, donc c'est cool. On quand même notamment être de plus en plus nombreux sur ce segment-là. Mais c'est des mois qui se suivent, mais qui ne se ressemblent absolument pas. Et j'ai encore aujourd'hui cette crainte de me dire, ok, aujourd'hui ça fonctionne bien, tant mieux, j'en profite, mais qu'est-ce qu'il en est de demain, tu vois? Donc, je sais pas, j'ai des craintes vis-à-vis de ça, et j'ai quand même 3 bébés, mon chéri, donc il faut y arriver. J'ai pas le choix, et là, mon objectif en fait, ce serait de prendre les devants là-dessus et de me dire, ok, je vais essayer de sécuriser au maximum, essayer de créer autre chose, je sais pas, quelque chose qui me passionnerait toujours, tu vois, et pour essayer au moins de soutenir l'activité si jamais ça marche pas aussi bien dans quelques mois ou quelques années, par exemple. Donc ta motivation, c'est vraiment de faire en sorte que tout ce petit monde que tu portes à bout de bras puisse se porter bien et être dans les meilleures conditions possibles. Serein, en tout cas, le plus possible. Je voudrais savoir un petit peu, alors ça c'est des choses peut-être un petit peu plus personnelles. On a vu récemment, lors du Ramadan, que tu accompagnais ton compagnon sur cet espace-temps de la confession musulmane. Donc vous êtes tous les deux de confessions religieuses différentes. Oui. Quel rôle joue la spiritualité dans ton quotidien? Ça a une part importante quand même. La spiritualité. C'est vrai que Norman et moi, on n'a pas la même confession religieuse, mais on croit au même Dieu. Pour nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. On croit en la même chose, c'est juste qu'on les appelle pas pareil. Oui. Et donc ça a une part importante pour nous. On essaye d'inculquer un maximum d'informations à nos enfants. En tout cas, la vision qu'on a, nous, de nos religions respectives. Et on n'est pas des grands pratiquants non plus, tu vois. Moi, je suis pas quelqu'un qui va à l'église régulièrement. J'estime que je dois prier, je peux prier depuis chez moi, et d'ailleurs je le fais le soir chez moi, et ça me va comme ça, je me conforte là-dedans. Norman aussi, il n'a pas besoin forcément d'aller à la mosquée pour prier, même si il y va de temps en temps, tu vois. Mais voilà, on estime que nous, Dieu, la spiritualité, c'est dans notre cœur, et c'est comme ça que ça nous accompagne en fait au quotidien. Mais oui, ça a une part importante pour nous, et on essaie de l'inculquer aux enfants. Est-ce que tu as une définition du bonheur ? Et c'est quoi pour toi le bonheur ? Ça me fait penser à un tatouage que je voulais faire, que j'ai pas fait, mais je vais peut-être me lancer pour le coup. Là, c'est cool que tu me fasses cette question. Et j'ai toujours dit, moi, le bonheur, il est partout. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Et c'est le tatouage que je voulais me faire, tu vois. C'est beau. Et je suis persuadée qu'il est vraiment partout, mais il faut en prendre conscience. Il faut accepter de le voir. Il faut accepter de le regarder. Est-ce qu'à part les réseaux sociaux, tu as une autre passion, un autre passe-temps ? J'ai compris que c'était pas le sport. En effet, tu peux pas compter comme moi là-dessus. Il y a des moments avec, des moments sans. C'est ça. Plus de moments sans, mais... Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te passionne, que tu n'as pas forcément exposé, alors que tu avais peut-être avant dans ta vie, qui te manque un petit peu aujourd'hui, que tu aimerais reprendre ou Alors, que j'ai pas forcément exposé, non, parce que tout ce qui plaît, qui m'anime, merci, je le partage sur les réseaux, parce que c'est important de montrer des choses positives, toujours. Donc c'est vrai que j'essaye toujours de les montrer. Après, moi, je suis toujours, même si je communique moins sur la déco aujourd'hui, parce que ma maison est bien pleine, tu vois, j'ai plus forcément besoin de refaire la déco. Mais je suis toujours une grande fan de décoration, et je suis toujours en train de regarder les nouvelles tendances, etc. J'aime beaucoup la mode aussi, donc les gens le savaient pas forcément, mais j'ai toujours été une grande fan et amoureuse de la mode. C'est pour ça que tu as lancé Fleur de Peau ? Absolument. Ça me permet de m'exprimer aussi à travers la mode, donc c'est génial. En fait, tu sais, moi, je suis fan de tout ce qui est joli, je crois. Et tu vois, la danse, ça me plaît pas mal. Je pense que je vais même continuer. J'ai bien envie. Alors justement, on parle de tout ce qui est joli, tout ce qui est beau.
C'est ça ta définition de la beauté? Comment tu définirais la beauté? Non, je pense que comme le bonheur, la beauté, elle peut être partout aussi. Moi, tu vois, quand je vais chez la nanny de Norman, donc sa grand-mère, c'est une vieille maison en tôle avec tu sais, les vieilles cuisinières, Ouais. etc. Et c'est tout vieux, donc quelqu'un pourrait penser que c'est pas joli en fait. Mais il y a eu tellement d'histoires. C'est chargé en fait en émotions et ça se voit, ça se ressent. Et quand je poste ces photos-là, tu vois, et puis c'est une petite connotation pays, donc forcément ça anime le feu, tu vois, en nous, tu vois, nos souvenirs d'enfance, etc. Et donc ça peut paraître pas joli pour quelqu'un qui le regarde rapidement, mais si on prend le temps vraiment de poser ses yeux dessus, on voit la beauté des choses. La beauté partout. Et puis même, tu vois, moi, ça m'arrive de temps en temps de faire des stories à la maison où il y a le bordel partout. C'est moche en soi. Oui. Mais c'est si beau, une maison qui vit. C'est la vie. C'est magnifique. Et c'est la façon dont on regarde les choses, en fait, qui est importante, tu vois. Alors, on en parlait tout à l'heure. Tu dis, bon, il y a le côté message, pas toujours très positif que tu peux avoir. Mais est-ce qu'il y a une part de ton métier que tu n'aimes pas? Ou du moins, à laquelle tu as toujours du mal à t'habituer? Alors moi, j'ai un petit problème quand même. C'est vrai que j'ai un petit problème. C'est vrai que vis-à-vis de mes clients, j'ai quand même des engagements, tu vois. Il faut que je puisse poster certaines choses en temps et en heure. Ouais. C'est important pour pouvoir avoir une rythmique, etc. Sauf que je remets beaucoup de choses à plus tard. C'est bête, hein? Tu procrastines. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, le fait d'avoir à garder cette rythmique-là tout le temps, c'est un truc qui peut me titiller un peu de temps en temps. Mais une fois que c'est fait, je suis très contente, hein, tu vois. Oui. Mais ouais, j'ai tendance à remettre beaucoup à plus tard. Je me dis, bon, c'est pas grave, demain j'aurai le temps. C'est le côté de régularité des posts à maintenir et par rapport à tes engagements qui est... Mais je pense que je suis un peu aussi... tu sais, quand j'ai quitté le monde classique du salariat, où là, tous les jours, à la même heure... tous les jours, les mêmes choses, les mêmes personnes, etc. Tu vois, je pense que c'est un espèce de roulement que je voulais plus, en fait, avoir. Et j'ai découvert, en fait, la liberté, entre guillemets, de pouvoir agir, de pouvoir faire ce que bon te semble quand bon te semble. Et tu vois, le fait de revenir un peu, d'avoir la sensation de revenir un peu en arrière sur ces points-là, tu vois, ça me... Ouais, je comprends. Tu vois, typiquement, revenir dans une pharmacie, ça m'angoisse. Je peux pas, genre, je me sens pas bien. Pas toutes, ça dépend dans quelles conditions j'y vais, mais je peux pas rester trop longtemps. Donc c'est Norman qui a la corvée de pharmacie. Ouais, clairement, on peut dire que oui, ils mettent beaucoup là, à ce niveau-là, tu vois, c'est plus du tout une partie de plaisir pour le coup. Est-ce que si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, tu remonterais le temps et tu changerais quelque chose? Oh, ce serait il y a longtemps. On veut tout savoir. Ouais, ce serait il y a longtemps, en fait, parce que, et aujourd'hui je me rends compte, comme je disais, j'ai 3 sœurs. Oui. J'ai 3 sœurs et j'ai 8 ans d'écart avec la première, donc ma première sœur a pris du temps à arriver. Et pendant longtemps, je disais à maman que je voulais une sœur, etc. Et j'ai fini par en avoir 3 au bout de 8 ans. Ouais. Et en fait, j'ai toujours eu ce regret-là de ne pas être suffisamment proche d'elles, en sachant qu'elles étaient toutes rapprochées, elles avaient 2 ans d'écart. D'accord. Donc elles ont plus grandi ensemble qu'avec moi, finalement. Et en fait, j'en ai beaucoup voulu à mes parents, je pense à un stade de ma vie, et à mes sœurs aussi, parce qu'on ne se comprenait pas. Et j'en voulais à mes parents parce que j'avais, moi, vécu toutes ces 8 ans toute seule. Et aujourd'hui, je me retrouve à devoir m'occuper d'elles parce que du coup, je m'occupais d'elles le matin, je les préparais, je les emmenais à l'école, je sortais du collège, j'allais les récupérer. Ouais. Donc, c'était vraiment devenu en fait un fardeau pour moi. Et je pense que j'ai été un peu difficile à ce moment-là avec mes parents. Mais maintenant que j'y suis et que j'ai 3 enfants à mon tour, et pendant longtemps, je voulais pas d'enfants d'ailleurs. Oui, tu vois. D'accord. Parce que j'avais trop vécu, j'avais trop été la petite maman de secours et c'était une grande, grande charge en fait pour moi et je voulais pas d'enfants. Maintenant que j'en ai 3, je comprends un peu la difficulté, tu vois, peut-être pas la difficulté, mais je comprends en fait de quoi mes parents avaient besoin et pourquoi est-ce qu'ils m'ont autant sollicité. C'est pas facile d'avoir
autant d'enfants et de pouvoir à la fois gérer le côté pro, le côté perso, etc. C'est vraiment un challenge quotidien. Ouais, quotidien. Et du coup, si je pouvais remonter le temps, ce serait arrêter en fait de me plaindre et profiter de mes petites sœurs, parce qu'aujourd'hui, elles sont bien grandes. Mais à l'époque, j'aurais pu profiter d'elles. Aujourd'hui, j'en profite plus du tout. Et de pas être aussi désagréable avec mes parents, parce que je sais que c'est difficile et tout ce qu'ils voulaient, c'était de l'amour, donner de l'amour, en recevoir en retour, bien évidemment. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, je comprends. Tu comprends. Alors, avant de la question de la fin, c'est quoi pour toi une vie heureuse et réussie ? Une vie heureuse et réussie. Alors, je pense que le fondement même du bonheur, à mon sens, c'est l'amour. Il faut être aimé et aimer aussi en retour. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est primordial en fait. Sans amour, je pense que je dépéris, vraiment. J'en ai besoin. L'amour, donc peu importe que ce soit l'amour de sa famille, ses parents ou ses enfants, son chéri, peu importe, mais l'amour, c'est fondamental. C'est une sensation tellement exquise d'être aimé et d'aimer en retour, c'est vraiment beau. J'adore ce sentiment. Donner. Est-ce qu'il paraît que donner, c'est recevoir aussi en retour. Donc, c'est important de donner sans avoir à espérer avoir en retour, bien évidemment. Mais il paraît que de toute façon, ça revient toujours. Et puis, ça fait du bien, en fait, de donner. D'avoir la satisfaction de se dire « Waouh, j'ai pu apporter quelque chose ». Oui. Et tu vois, ça m'arrive régulièrement sur les réseaux où on revient me voir en me disant « Waouh, merci pour ce que tu m'as donné ». Sur le fond, moi, je n'ai pas conscience de l'impact que ça peut avoir, mais ça peut changer la vie de quelqu'un, en fait. Donc, donner, pas hésiter. Et puis, voilà, un petit peu de soleil et un petit cocktail, et ça passe. C'est ça le bonheur. C'est ça. Merci beaucoup, Mademoiselle Grondin. Avec plaisir, alors, pour celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, s'ils veulent connaître un petit peu ton actualité, ils peuvent te retrouver sur quelle plateforme ? Dis-nous tout. Alors, sur Instagram essentiellement, Mademoiselle Grondin, du coup. Ok. Je suis un peu sur TikTok aussi, c'est toujours Mademoiselle Grondin. Et sur Facebook, si je ne me trompe pas, c'est la déco de Mademoiselle. C'est resté comme ça. Ok. Voilà. Et on n'oublie pas aussi Fleur de Peau. Et Fleur de Peau, absolument. Voilà. Ouais. Parce que moi, je suis abonnée parce que j'aime bien les tenues. Je regarde, je me dis, ah ouais, elle ose. Je vais peut-être oser aussi. Ouais, fleurdepeau.re, du coup, sur Instagram. C'est noté. Merci beaucoup, Merci Mélanie, Mademoiselle Grondin. Et à très bientôt. Oui, avec plaisir.